Grégory Chatonsky me rejoint. Alors on pourrait se demander effectivement si l'art a vraiment quelque chose à faire ou quelque chose à dire de la science, et même dans le sens inverse, qu'est-ce que la science peut faire avec l'art, quelle est la relation possible entre les deux. Et bien, en réalité, c'est vraiment un terrain de rencontre fertile qui est là, et c'est un peu comme dans un accélérateur de particules, vous savez. Quand on fait entrer en collision l'art avec la science, il en sort une foule d'éléments nouveaux qui n'étaient pas à l'origine. Il en sort de la surprise, des interrogations et des conceptions parfois tout à fait nouvelles. On va voir ça, vous allez vous en convaincre, en tout cas, j'en suis sûr, avec Grégory Chatonsky et Eiling Murray, qui est avec nous par Internet. Bonjour, hello Eiling, do you hear me? Alors, pas encore tout à fait apparemment, mais Grégory Chatonsky, lui, est bien là. Est-ce que vous voulez bien l'accueillir avec quelques applaudissements, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Grégory Chatonsky. En régie, hein, si vous avez Eiling Murray au bout du fil. Ah, how do you do, Eiling? Do you hear me? I'm here, yes, I can hear. Thank you. Oui, je vous entends très bien. Merci de votre invitation. Start with Grégory Chatonsky. Donc, nous allons commencer avec Grégory Chatonsky et nous reviendrons vers vous. À Paris, vous avez étudié la philosophie, vous avez enseigné à l'Université du Québec à Montréal, et vous êtes un artiste, vous êtes un créateur d'art visuel et numérique. Alors, dans le petit texte introductif à cette journée, il est écrit « Les démarches art-science ont la cote. Elles envahissent galeries et musées. Les résidences d'artistes se multiplient dans les instituts de recherche. » Est-ce que vous confirmez cet engouement? Alors, il y a un certain nombre il y a effectivement un certain nombre de ressources liées aux interactions à art et sciences qui sont liées à plein de phénomènes. Le campus de Saclay fait des résidences pour les artistes, le CNES en Suisse également, et ainsi de suite. Bon, bien évidemment, mais je pense que vous le savez, c'est des choses qui sont déjà anciennes, qui ont une histoire, et une histoire dont on hérite et qui va avoir une influence fondamentale. C'est vrai qu'on pourrait attendre, dans ce contexte-là où on est actuellement, où moi j'ai entendu beaucoup de choses et il y a plein d'échos par rapport, et puis il y a des réponses à donner peut-être, à ce que finalement le schéma art-science soit relativement simple. Il y a la science d'un côté, il y a le public de l'autre, et puis entre les deux devrait y avoir l'art permettant de faire la médiation et de rendre sensible au public ce que fait la science finalement, de passer du logique, comment dire, de l'abstraction à quelque chose de beaucoup plus sensible. Alors bien évidemment, moi il me semble que le schéma il est possiblement celui-ci, mais il peut être différent. Il y a aussi le fait, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de recherche, il y a une discipline qui est apparue il y a une quinzaine d'années en Amérique du Nord, qui est la recherche-création, c'est-à-dire la recherche appliquée à l'art. Et pas du tout en prenant nécessairement, et c'est un peu ma spécialité, les méthodologies scientifiques, mais en essayant de les comparer. Donc, attendez, de la recherche appliquée à l'art, mais qui n'utilise pas la méthodologie scientifique, mais tout qui à fait. Comparer, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en art, on a depuis fort longtemps notre propre manière de chercher, parce que peut-être que vous le savez, il n'y a pas que la science qui cherche, tout être humain cherche, et de plein de façons différentes, et faire un manifeste, c'est-à-dire quelque chose de très aphoristique et direct, c'est une manière de chercher. Et surtout, on ne peut pas s'appuyer tellement sur des méthodologies scientifiques, parce que, entre autres, les finalités sont très différentes. Alors, je vais être lapidaire, et bien évidemment, c'est ultra simplifié, mais si dans la science, il s'agit tout de même d'avoir des hypothèses expérimentales, pour une part, sur la réalité, le statut ontologique de l'art est très très différent, ce n'est pas du tout le même. Quand un scientifique propose une hypothèse scientifique, ça n'a pas le même statut que quand Braque et Picasso font un tableau cubiste. Ils introduisent par le tableau cubiste une nouvelle réalité. Et cette réalité, elle n'est ni vraie ni fausse, elle est. Donc le rôle de l'expérience est très différent. Et on pourrait comparer deux espaces, et je pense qu'il faut les comparer. C'est l'espace du laboratoire scientifique et l'espace de l'atelier de l'artiste. Et je ferai juste remarquer que les représentations des deux
Ça date à peu près de la même période, le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on les montre dans des tableaux à peu près au même moment? Oui, à peu près. Et d'ailleurs, la figure romanesque du scientifique et de l'artiste apparaissent à peu près au même moment aussi. Donc c'est des figures qui sont différentes, mais qui vont émerger à peu près au même moment, parce que c'est aussi des moments où les méthodologies disciplinaires commencent à se distinguer. Et donc voilà, donc ce dialogue, pour moi, il n'est pas du tout... c'est ça que j'aimerais... Donc un laboratoire, c'est un peu comme un atelier d'artiste? Non, non, en fin de compte, ça partage. Il y a un point commun entre les deux, c'est que ce sont deux lieux d'expérience. Voilà. Fondamentalement, c'est deux lieux d'expérience. Sauf que, et je vais simplifier, c'est très lapidaire, mais l'expérience scientifique, elle doit être tout de même réitérable. L'expérience artistique n'est pas réitérable. On cherche l'événement dans le champ artistique, principalement, et dans le champ scientifique, on cherche tout de même si c'est bien sûr plus complexe, la réitération, la prédictibilité, et ainsi de suite. Donc, on a deux manières d'aborder la question de l'être au monde et de l'expérience. Et je pense que ces deux manières, aussi différentes sont-elles, peuvent rentrer dans un dialogue qui n'est pas un dialogue ni d'illustration, ni de commentaire. C'est-à-dire que l'art n'a pas à illustrer la science, et la science n'a pas à commenter l'art. C'est pas ça exactement. C'est un dialogue beaucoup plus L'art n'a intense. pas à illustrer la science, c'est quoi? Quand est-ce que la science, quand est-ce que l'art illustre la science? Alors, on pourrait, il faudrait un peu passer par l'histoire très rapidement. Alors, on y viendra de toute Oui, façon. tout à fait. Alors je pensais à quelque chose, je vous en parlais à l'instant même. J'ai vu sur une encyclopédie en ligne bien connue, je suis tombé sur la page du Palais de la Découverte. Et il y a une image d'une statue qui est à l'entrée du Palais de la Découverte. C'est une allégorie. Et c'est une femme sur un cheval avec un flambeau dans la main, et un homme essayant manifestement de retenir le cheval. Et le nom de l'allégorie, c'est « La science en marche en dépit de l'ignorance ». Ce serait ça le moment où l'art illustre la science? Ou en tout cas la met sur un Oui, piédestal, là, pour le coup. c'est un exemple où quand on demande aux artistes de rendre sensibles des théories scientifiques, et finalement, bon, c'est des pratiques Vous avez des exemples de ça? Oui, je pourrais en montrer certains exemples. Après, la question de ça, c'est que dans ce commentaire, finalement, qui peut créer des très belles œuvres, hein, très émouvantes, ça donne toujours un peu le même résultat, à mon avis, c'est la grandeur et l'immensité du cosmos et de l'univers, et le mystère de l'univers, et ça donne des choses comme ça un peu très belles. Mais ça pose la question des relations et des méthodes comparées entre l'art et la science. Et l'art, c'est une forme de recherche, c'est une forme de méthodologie à égale distance de la science. Voilà, c'est ça que je souhaite. Et donc, on peut dialoguer vraiment d'égal à égal. Nous connaissons les uns et les autres le monde et nous l'approchons de manière expérimentale. Donc l'art n'est pas là pour illustrer la science. Vous dites que la science n'est pas là pour commenter l'art. À quoi est-ce que vous faites allusion là? Alors, c'est tous les rapports, parfois, et les rapports de préconception qu'ont les artistes de la science ou les scientifiques de l'art. Il y a quelques artistes qui, d'ailleurs, s'essayent à l'art avec des résultats plus ou moins heureux, parce que chacun a une idée. Disons que l'art, c'est vraiment le domaine de l'ignorance. Chacun a une idée de ce que c'est que l'art. On a tous une préconception de l'art, même si on ne va pas toujours voir toutes les expos, etc. Et donc, voilà. Et donc... C'est quoi quand la science commente l'art? Ça ressemble à quoi? C'est-à-dire concrètement? Oui, concrètement, c'est dans les sciences cognitives, c'est l'hypothèse de quantifier et de ramener le phénomène esthétique à un phénomène purement quantitatif, par exemple, ou sinon de justifier l'impact, entre guillemets, de l'art par les sciences. C'est toujours l'idée finalement que l'art serait une médiation, serait entre la science et le public. Et je pense que ce n'est pas exactement... Moi, c'est l'hypothèse que j'aimerais défendre. Mais la science pourrait chercher à quantifier ça, à analyser ça. Tout à fait. Et à transformer l'art en communication et en visualisation et en démo, ce qu'on connaît bien dans le champ scientifique. Et moi, l'hypothèse que j'aimerais défendre, mais c'est une hypothèse toute personnelle, c'est un autre type de rapport, un petit peu plus étrange, voilà, mais qui vient aussi de cette histoire des rapports complexes au fil de l'histoire entre l'art et la science. Alors, parce qu'on a bien compris ce que ne devait pas, selon vous, être l'art vis-à-vis de la science, ni la science vis-à-vis de l'art, mais alors, que doit être pour vous, à quoi pourrait ressembler une relation fertile entre l'art et la science?
j'ai toujours du mal en art à avoir un discours normatif. Ce que doit... non, c'est absurde, justement parce que si la... que ça n'était pas, donc j'aimerais oui, si la science a une visée tout de même potentiellement universelle, même si elle est temporaire et réfutable, l'art n'a pas de visée, c'est pas des théories universelles. Quand je reviens à Braque et Picasso, ils font le cubisme ne devient pas vrai comme une théorie scientifique. Le statut de vérité est très différent. Donc, moi, je ne me dirais pas ce que doit être l'art, loin s'en faut. Je peux vous dire ce que je fais, ce que j'essaye de faire. Voilà, ce que j'essaye de faire. Ça, je pourrais vous le montrer ensuite. On a des images, oui. Qui ne sont pas des exemples d'une théorie, mais qui sont une pratique expérimentale. Et peut-être aussi le fait que, parce que c'est un point qui a été un peu abordé dans la journée, mais c'est vrai que on parle beaucoup de sciences là, mais moi je parlerais plutôt de complexes techno-scientifiques, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et on le sait tous, quoi, les relations entre la technique et la science sont des questions complexes. La technique a sa propre histoire, ce n'est pas juste une émanation de la science, c'est deux histoires parallèles complexes. Et c'est vrai que j'ai l'impression que l'art pourrait permettre, potentiellement, d'éclairer la ligne de faille très complexe dont on ne cesse de parler entre la science et la technique. C'est-à-dire les implications socio-politiques qu'on a vues là, par rapport à la 5G, par rapport au débat, etc. Éclairer la ligne de faille entre la science et la technique. Oui, c'est-à-dire que... le moment où la théorie scientifique se met à s'incarner dans des objets techniques qui vont avoir un impact dans la vie, c'est ça? Alors, pour moi, la technique, ce n'est pas l'incarnation de théorie scientifique. Très clairement, c'est des mécanismes socio-économiques liés à des techniques d'investissement, de domination politique. C'est aussi des infrastructures, une logistique qui n'est pas scientifique, qui se met en place, qui est une logistique extrêmement lourde de transport des flux, de transport des marchandises, etc. Donc, c'est des phénomènes beaucoup plus complexes. Et la ligne de faille, c'est un peu, pour prendre un peu une métaphore, une analogie, ce serait, disons que... dans la distinction forme-matière, la science serait, disons, la matière et la technique, la forme, on va dire. Et qu'entre les deux, il y a une différence. Voilà, il y a une différence qui traverse et qui me semble très importante d'explorer de manière très spécifique, puisque là, l'impensé, je trouve, ça a été vraiment ce rapport entre la technique et la science, qui est vraiment quelque chose sur lequel on bute tous, qui est très complexe. Alors, vous n'avez pas vu, pour le plus grand nombre d'entre vous, j'imagine, les œuvres de Grégory Chatonsky, à moins que vous soyez si nombreux, parce que justement, vous les avez vues et vous voulez entendre Grégory Chatonsky en parler. Mais moi, je les ai vues, on va les voir tout à l'heure, et on voit bien, effectivement, que vous essayez d'éclairer cette ligne de faille, effectivement, entre science et technologie. On va poursuivre, on va y revenir, hein, bien sûr, but let's move on with Ailing Murray. Are you here, Ailing? Still with us? I am, yes. Fantastic. So you're in charge of... Donc vous êtes chargé de programmation à la Science Gallery à Dublin, qui a ouvert à 12 ans. Donc c'est la première de ce type. Il y a 8 autres galeries des sciences qui ont ouvert et qui ont été inspirés par votre propre galerie des sciences. Donc, c'est quelque chose qui est répandu maintenant dans le monde. On a des galeries des sciences à Londres, à Melbourne, et j'en passe. Mais avant de parler de cette réussite, car c'est très intéressant, j'aimerais que vous nous parliez de votre galerie des sciences. Tout d'abord, elle a un nom assez intéressant, parce que ce n'est pas seulement une galerie des sciences, c'est une galerie des sciences et des arts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr. C'est très intéressant de vous entendre parler de vos œuvres, Grégory, concernant ces ligne de séparation entre science et technique. Souvent, on crée des distinctions, alors que, par exemple, à travers Léonard de Vinci et ses œuvres, on voit que ces choses-là sont souvent confondues. Et donc, ma galerie des sciences à Dublin, c'est un endroit où les idées des gens peuvent vivre, où on peut découvrir
comment l'art et la science peuvent coexister. Et on voit également qu'il y a des gens à un moment qui doivent prendre des décisions et c'est pourquoi notre institution vise les jeunes. Et donc on essaie d'explorer des thèmes généraux sur la neuroscience, sur le biomimétisme, par exemple, et des éléments qui touchent notre vie quotidienne, qui peuvent être et qui ont à voir avec la physique, la philosophie, avec notre vie quotidienne. Et en fait, ces deux disciplines ont beaucoup plus de points communs que ce qu'on peut penser. Et donc, bien sûr, Grégory, vous avez raison, il y a différentes méthodologies, mais dans l'art, la science ou la science et la technique, il y a des points communs. Il y a la recherche, la créativité, la coopération, l'imagination, la spéculation. Ça, ce sont des points communs entre l'art et la science. Et donc, il y a un langage commun, finalement. Et aussi, on explore des idées. Donc, ce que vous dites, finalement, c'est que dans ce réseau de galeries de sciences, il y a des universités qui ont une mission commune, c'est susciter la création et encourager les découvertes et créer des points de contact entre la science et les arts. Qu'est-ce que vous attendez de cette cohabitation et de ce contact, de cette rencontre entre l'art et la science? Oui, bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre si je parle trop vite. Ce qu'on voit quand on s'intéresse à ces idées, eh bien, en fait, on essaie de s'attaquer à certaines idées préconçues. Par exemple, quand on parle de traumatisme, on essaie de s'intéresser à des expériences qui peuvent mener à des transformations. Et on ne s'intéresse pas seulement à des objets. Nous n'avons d'ailleurs pas de collection permanente. Tout est transitoire. Et donc, nous faisons appel à des experts qui viennent d'universités et de différents centres de recherche dans notre pays et à l'international. Et donc, dans cette galerie, tout le monde peut soumettre des idées. Ça veut dire que dans un programme, dans le cadre de notre programmation saisonnière, il y a des chercheurs éminents, des artistes très connus, éminents également. Il y a des étudiants de premier cycle, des chercheurs, et on essaie d'avoir un débat autour des différentes expositions. On essaie d'avoir des débats accessibles pour nos publics. Et nous ne fonctionnons pas forcément de manière didactique comme les musées traditionnels. Nous essayons de faire participer le public, de leur demander leur avis. Et donc, il y a une exposition que nous avons organisée qui s'appelait Fake, et on essayait de parler de désextinction. Et donc, on se demandait si c'était un phénomène réel, quel pouvait être le rôle de la génétique, par exemple. Et donc, on a essayé d'explorer toutes ces idées. Il y avait donc un pigeon voyageur, il y avait un pigeon voyageur empaillé. C'est ce qu'on verrait plutôt dans un musée traditionnel, alors que dans notre exposition, on a imaginé que des gens pourraient déséteindre des espaces. Et donc, on essayait d'élaborer des plans, on essayait de susciter l'intérêt du public. Il y avait également tout un travail d'explication, et puis il y avait un débat autour de l'idée selon laquelle eh bien, on pourrait envisager un avenir où on déséteindrait des espèces. On se demanderait si
c'était souhaitable, on se demandait si ce serait éthique. Et donc, on demandait au public de participer à ces débats. Oui, c'est un exemple très intéressant, mais vous avez parlé de désextinction. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait donc des animaux qui auraient disparu et qui reviendraient à la vie. Et donc, la question que vous posez, c'est est-ce que cette désextinction serait souhaitable comme certaines espèces de pigeons? Est-ce qu'on pourrait utiliser leurs plumes selon notre bon vouloir et pour répondre à nos besoins? Donc, c'est une question intéressante. Mais une des choses importantes, vous venez de parler du rôle de médiateur. Donc, je ne me suis jamais rendu dans cette galerie des sciences. Mais le jour où je viendrai, je me demande si je pourrais voir des œuvres d'art, mais également des œuvres scientifiques. Et je me demande s'il y aura des médiateurs, donc quel est leur rôle et à quel point sont-ils importants? Les médiateurs sont vraiment au centre des activités de la galerie. Ce sont eux qui engagent des dialogues avec notre public au lieu de donner des leçons ou des conférences. On s'engage dans des dialogues et voilà la fonction principale de nos médiateurs. Donc, les groupes d'âge que nous ciblons, c'est les 16-25 ans et nous travaillons avec un réseau d'universités en Irlande. Et c'est un outil qui permet de communiquer. Il y a également un programme de médiateurs où on a donc des participants qui peuvent créer leurs propres événements et expositions. Donc, vous venez de nous dire que l'ensemble de ces galeries de sciences qui existent dans le monde entier sont liées à une université. Et donc, vous travaillez avec Trinity College, avec Trinity University. Donc, comment est-ce que ça se fait que des universités comme celle-ci ont eu l'idée de créer un lieu où l'art et la science pourraient se rencontrer pour encourager la créativité et les découvertes? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas décidé d'avoir simplement un lieu dédié aux sciences? Eh bien, il y a nombre d'exemples de centres scientifiques et de musées de la science dans le monde où on présente avant tout des artefacts et qui ciblent les plus jeunes. Souvent, on vise des tranches d'âge qui pourraient envisager de faire des études supérieures et on essaie de rendre certains savoirs accessibles à un public plus large. Souvent, il y a des bourses de recherche liées à des projets de recherche et le plus souvent, ces bourses de recherche intègrent des critères de participation d'un public plus large. Et donc, nous utilisons les médiateurs pour qu'il y ait des projets de recherche dans la galerie. Et on peut avoir des centaines, des milliers de personnes qui participent aux recherches qui ont lieu, qui sont menées par l'université. Et ce ne serait pas possible autrement. Et donc, ça permet de rendre ces projets plus accessibles à un public bien plus large. Et comme vous le disiez, nous travaillons avec Trinity College. Notre directeur fondateur a estimé avec ses collègues de l'université que ce projet fonctionnerait, mais en 2012, nous avons reçu un financement de la part d'un organisme qui devait créer un certain nombre d'institutions d'ici 2020, toujours
en lien avec des universités et en ciblant les tranches d'âge 16 ans, 25 ans. Donc il y a également Londres, Melbourne, Atlanta, Rotterdam, Bangalore, entre autres. Et donc c'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, nous n'en sommes qu'au tout début. Et pour l'instant, ils utilisent d'autres locaux, mais dans les 2 à 3 ans à venir, ces galeries auront leurs propres locaux. Nous en sommes à un moment très intéressant. Est-ce que toutes ces galeries suivent le même modèle que la vôtre? Oui, c'est vrai, nous avons été la première en 2008, et donc nous avons la même identité, la même structure. L'idée, c'est de connecter, faire participer et surprendre. Intéressant quand même, une université qui crée un centre de culture scientifique comme ça. C'est moi qui dis ce mot-là, elle n'a jamais utilisé ce mot-là. Mais voilà, un centre où on fait rentrer en collision la science et l'art pour surtout ne pas asséner des vérités, mais pour faire en sorte qu'on se pose des questions, que tout cela bouillonne, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est très... De toute façon, il y a un phénomène international, que ce soit dans les musées. Moi, j'ai été longtemps à Montréal, qui est un des lieux aussi où se rencontrent beaucoup l'art, la science, la technique, par le biais d'Hexagram, qui est, à ma connaissance, le plus grand regroupement de 80 chercheurs sur ces questions-là. Donc, je ne connais pas Hexagram, c'est quoi? Hexagram, c'est un organisme dans lequel j'ai travaillé quand j'étais enseignant à Montréal, qui est les 4 grandes universités de Montréal, Concordia, McGill, l'UDM et l'UQAM. On fait un organisme commun qui s'appelle Hexagram, où il y a 80 chercheurs, principalement dans les arts, mais tous les arts, et dont l'objectif est de faire se rencontrer, se collisionner l'art, la science, la technique. Donc il y a un phénomène international par rapport à ça. Moi, bien sûr, que je trouve absolument passionnant et dont je participe de fait. Après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est la manière dont le dialogue s'instaure. Le fait que... dialogue entre art et sciences et art et sciences et technique, que globalement, il y a tout de même des différences fondamentales. C'est que je pense que la technique reste instrumentale, ce qui n'est pas le cas de l'art. L'art n'est pas, à ma connaissance, instrumental. Il ne répond pas, il n'est pas fonctionnel. Elle n'a pas d'utilité. Elle a une utilité, mais ça a une utilité qui ne répond pas à la causalité et au déterminisme, aux enchaînements des causes et effets, pour le dire de manière très rapide. Et donc, il y a ce dialogue-là qui, à mon avis, est au cœur du débat politique et social qu'on doit avoir. C'est la place de l'instrumentalité, de la fonction dans notre monde, puisque c'est la manière qu'on a de, je dirais, de prendre le monde et de le prendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de le détruire. Donc, ces distinctions-là, c'est pour ça que le côté art-science, c'est pas un truc en plus en médiation, quoi, pour le dire, voilà. C'est pas un truc en plus. C'est pas une médiation en plus dans le panel. C'est au cœur de ce débat que nous n'arrivons pas à avoir entre art, science, technique et politique. On l'a bien vu, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et pourtant, on est pris dans une urgence qui est d'à peine 1 ou 2 décennies. On parle de quelque chose à très court terme. Et l'art et la science, cette ligne de faille dont on essaye de parler l'un et l'autre, c'est par là aussi que le débat et la responsabilité politique peut émerger. Donc ce n'est pas quelque chose en plus, c'est absolument central. J'aimerais bien qu'on voit quelques exemples de vos œuvres pour qu'on comprenne comment ce discours que vous avez s'incarne effectivement dans des œuvres. Et c'est le premier diaporama en régie. Voilà, alors on va commencer avec En Memory. Tiens, d'ailleurs, vos œuvres ont des noms britanniques. Non. C'est-à-dire que là, j'ai fait du copier-coller sur mon site, mais je fais bien attention. Notre mémoire. D'avoir des titres en français et en anglais. Étant passé par le Québec, je ne rigole pas avec l'usage du français. Et avec la colonisation anglophone. Non, je ne rigole pas là-dessus. Pas rigoler. Donc, voyez là? Oui, et puis on arrivera après, c'est intéressant, ce qu'a dit notre interlocuteur, à des questions liées à l'extinction, puisque je travaille aussi sur ces questions-là. Donc notre mémoire, je voulais commencer là-dessus pour vous montrer un peu mon rapport à la technique,
puisqu'en art, on s'intéresse beaucoup à la panne et à l'incident, à ce qui ne fonctionne pas, justement. Donc il m'est arrivé quelque C'est chose... toujours la ligne de faille, non? C'est cette ligne de faille-là, donc il m'est arrivé quelque chose qui nous arrivait à tous, je crois, c'est la perte de données sur un disque dur, qui est un phénomène assez traumatisant. C'est très intime et personnel quand on perd un disque dur, c'est pas juste un objet technique, parce qu'on a délégué un morceau de notre mémoire au disque dur, et quand on le perd, on se rend compte de tout ce qu'on perd, c'est-à-dire un peu de nous-mêmes. Donc moi j'ai perdu 6 mois de travail sur mon disque dur, et vous savez quand un disque dur commence à ne pas marcher, il fait du bruit, parce que le bras tape contre le disque dur. Donc j'ai amplifié le son du disque dur avec un micro-contact, ça faisait un niveau sonore, ça me permettait ensuite d'envoyer, donc j'ai amplifié et fait une musique générative avec ce bruit de disque dur qui ne marchait plus. Ça permettait ensuite de détecter le niveau sonore sur un niveau de 0 à 1000, que j'envoyais ensuite sur Internet, et je faisais une requête dans Google, tout simplement, comme on l'a tous fait, pour avoir une image avec un chiffre. Et alors sur l'écran étaient diffusées ces images, il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange, c'est que le résultat, c'était souvent des courses de Formule 1, des marathons, parce que les gens ont des numéros, et donc on avait ce disque dur qui ne marchait pas, les êtres humains qui n'arrêtaient pas de courir, et ce dialogue-là, et des choses qui sont des fictions, je dirais, involontaires, qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont liées aussi, moi, à un phénomène qui me passionne et qui a des conséquences majeures sur la science et sur les méthodologies scientifiques, c'est ce fameux web et le big data, et cette espèce d'hypermnésie qu'on vit depuis 15 ans, où, comme jamais auparavant, on a accumulé des données. Donc voilà comment... Hypermnésie, c'est-à-dire qu'on se souvient de tout, c'est ça? on mémorise des données, Oui, bon. ce qui fait que dans, sans aucun doute, 2 ans, si on met en série toutes les données qu'il y a, ces données se souviendront mieux de la chronologie de cette journée que vous-même. Ah, c'est ça. Donc cette espèce de délégation généralisée, et qui, bien sûr, change la science avec tout ce qui est induction statistique, réseau de neurones, qui est un peu ma spécialité. Donc de cet événement catastrophique, de cette mort d'un disque dur, de cette mort d'une partie de votre existence De moi-même. et de votre mémoire, Oui. ben, vous avez voulu dire non, ne sois pas complètement mort, et que ce soit faire un petit acte créatif là. Tout à fait. Voilà, la Donc, création, c'est la vie. On s'intéresse, les artistes, pas tous, mais on s'intéresse pas mal aux machines brisées, cassées, aux déchets. Et on est un peu des chiffonniers, hein, comme dirait Benjamin. On creuse et on aime bien les choses cassées, parce que Dieu sait qu'on produit des choses cassées et des déchets dont je pourrais vous parler après. Alors, image prochaine. Hop, je vais reprendre le petit Pavlov. Le voilà. Donc là, c'est un capteur d'empreinte digitale, système bien connu. On peut passer à l'image suivante, qui est la suite. Alors là, on voit. Non, mais l'idée, c'est donc on a. Quelqu'un qui pose son index, c'est un capteur d'empreinte digitale qui est habituellement utilisé donc pour la surveillance, pour l'identification. Et en fin de compte, on voit l'empreinte digitale apparaître, donc les cernes de l'empreinte, et elle se disloque un peu, pris dans un comportement comme des icebergs. Et ça devient un tableau infini où finalement cette identité est beaucoup plus proche de la réalité de notre expérience, qui n'est pas celle de l'identité à soi, mais du fameux « je est un autre », c'est-à-dire cette dislocation et cette consommation de nos vies qui est au cœur de l'existence de chacun. Donc là, comment utiliser une technique qui est habituellement utilisée pour surveiller, pour l'amener ailleurs, pour lui faire dire exactement le contraire de ce qu'on souhaite lui faire dire. Et là, il y a un enjeu stratégique aussi, c'est la question de l'alternative. De l'alternative. C'est-à-dire de casser la domination et le discours d'évidence causale de la domination. Un capteur d'empreinte digitale ne sert pas qu'à identifier, mais à disloquer les identités. Voilà, c'est un peu emphatique, mais c'est dit Ouais, comme ça. mais c'est pour ça que j'ai laissé un léger silence, Oui, c'est ça. pour que, quand même, Remarquez. pour marquer la chose, ouais. Là, il y a un discours politique, hein, quand même. Ah oui, clairement. C'est le D'accord. cœur du problème. D'accord. Bien sûr, il n'y a que ça. Là, c'est suspension de l'attention, donc inspiré d'un livre de Jonathan Crary. Donc c'est un capteur neurologique, don de EEG très simple, les ondes alpha et bêta. Électroencéphalogramme. Oui, électroencéphalogramme, très simple, hein, très basique, c'est presque un jouet, mais ça marche assez bien, avec une grosse porte de métal devant soi. Quand on se concentre, on peut déplacer cette porte de métal en se concentrant. Donc la porte de métal avance jusqu'à taper contre le mur du musée. Mais bien sûr, le paradoxe, la difficulté dans laquelle on est prise, c'est que passer la joie télékinésique de pouvoir, grâce à sa pensée, déplacer un objet, ce qui faisait que les enfants qui essayaient ça s'éclataient de rire, c'est que bien sûr, il faut se relaxer pour reculer. Et donc, on passe toujours d'un état de concentration à un état de relaxation, comprenant par là que finalement, un lecteur neurologique, ce n'est pas quelque chose qui capte la pensée, bien sûr, c'est quelque chose auquel on s'adapte. On s'adapte à sa
à sa capture pour avoir un effet. Donc il y a une espèce de jeu d'adaptation technique et humain, moi qui m'intéresse, pour montrer que l'hyper-pouvoir des techniques, c'est aussi une adaptation de l'être humain à la captation pour avoir un résultat, un effet, une agentivité. Alors on aura peut-être d'autres exemples ensuite, mais avant de passer à vos questions, je voudrais juste revenir un mot avec Ailing Murray. Ailing Murray, would you tell us about... Pouvez-vous nous expliquer comment il a été possible de prendre cette galerie des sciences, qui existe depuis maintenant 12 ans, de générer 8 autres copies, 8 autres galeries? Comment expliquez-vous ce succès? Eh bien, je pense que c'est quand on a vu l'appétence qui existait pour ce genre de choses à Dublin, que des gens voyageaient à l'international pour venir à Dublin pour visiter notre galerie des sciences. On a vu que ce n'était pas que les scientifiques à l'international qui voulaient reprendre ce thème de la galerie des sciences, mais également des centres d'art. Il y a 12 ans, quand tout a commencé, on ne parlait pas des sciences dures dans l'éducation de la même manière. Aujourd'hui, on sait ce qu'on entend par STEM, par exemple. Donc on a pu montrer qu'il y avait un vrai appétit pour ce genre de contenu à l'étranger. De plus, le cadre universitaire permet l'implication du monde de la recherche dans ces galeries. Pour rejoindre un peu ce que disait Grégory, tout d'abord, j'aurais souhaité pouvoir être avec vous en personne pour avoir un vrai débat en face à face. Mais je souhaitais dire que l'art peut être un outil tout autant que la science. À la Galerie des Sciences, nous envisageons la relation entre l'art et la science sous 4 dimensions. À travers les expériences, qui peuvent être un outil de l'art pour la science. Et là, on dira que l'exemple le plus probant serait un exercice de visualisation. Les nouveaux outils, deuxièmement, deuxième option, et là c'est la science qui est utilisée par l'art, de manière tout à fait basique, ça peut être la photo. Évidemment, Grégory, vous avez des exemples beaucoup plus avancés de l'utilisation de la technologie, mais également l'intelligence artificielle. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons avec un artiste français qui ne parle pas anglais. Elle fait des installations en performance et nous travaillons avec elle avec des IA qui peuvent faire une traduction en direct de ces performances, ce qui informe tout autant son public qu'elle-même. Ensuite, il y a la conception spéculative, donc comprendre l'avenir. Et quatrièmement, et là c'est ce qui est le plus recherché, c'est la co-création. C'est-à-dire une découverte partagée entre la science et l'art. En fin de compte, ces deux choses visent à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Merci beaucoup. Venir dans ce sujet art et science, donner un avis, contribuer, poser une question. Intéressant quand même ce lien entre les deux là que vous avez illustré. Alors, s'il y a quelqu'un... Ah ben, je vous en prie, monsieur. Y a-t-il une connexion entre ce que vous faites et les artistes résidents à San Francisco, par exemple? Parce que les artistes résidents, ils font ce qu'ils veulent un certain temps, et ensuite vous essayez de présenter leur travail de manière à plaire à un public. Vous avez des centres de résidents, mais très techniques. De Oui, je Ailing pense Murray. que Ailing Murray, would you like? Si c'était le même esprit, artist in residence, et ce qu'ils font. Would you like to elaborate on that? Je m'excuse, oui. Exploratorium était une première pour des galeries des sciences. On a également eu Ars Electronica, beaucoup de lieux qui
démarré en parallèle avec nous, donc on a une longue relation avec eux. Je suis d'accord, ils ont fait un boulot formidable dans la présentation de leurs exhibitions et avec l'échange de connaissances entre les chercheurs et les artistes. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas Peut-être pas vous exprimer, madame, non? À votre gauche, oui. Je vous en prie, monsieur. Oui, je vais encore faire le vilain petit canard. Il se trouve que j'ai toujours beaucoup de mal avec les généralités. Là, on parle d'art avec un grand A, depuis ce matin de science avec un S majuscule et au singulier. Et moi, ça me pose toujours beaucoup de problèmes. Là, depuis le début de cette session, on parle d'art. On parle de quoi? On parle d'art plastique essentiellement. Est-ce que c'est lié uniquement aux arts plastiques? Parce que des relations entre les scientifiques, des ingénieurs et des artistes, depuis 1975, il existe en France un institut qui s'appelle l'IRCAM, où il y a un travail de recherche qui se fait, qui est énorme, entre eux et une vraie collaboration. Ce n'est pas l'un qui illustre l'autre, il y a un vrai travail de collaboration. En musique, on trouve ça avec les ondes Martenot, avec tout un tas de choses comme ça. Je ferai une autre petite remarque sur la relation science et technique. Vous avez raison de dire que ce n'est pas lié. Hein, les arborigènes, ils ont un instrument absolument phénoménal, sans connaître les lois de la balistique, c'est le boomerang. Les Romains construisaient des catapultes sans connaître non plus les lois de la balistique, etc., etc. Cela dit, quand je vais dans le laboratoire de mon ami Andras Paldi, qui est biologiste au Génopole, je ne vois que des outils techniques qui lui permettent de voir. Ils n'ont même plus de microscope avec binoculaire, c'est juste des boîtes que vous devez bien connaître. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une image à la télé. Je vais vous faire une petite anecdote assez rigolote. Il se trouve que j'ai un ami qui est un des grands neurobiologistes et qui à l'époque était encore en France, les Américains l'ont capturé. Et un jour je lui dis, il s'appelle Salah El-Mestikaoui, je lui dis Salah, il faudrait que tu me montres de l'ADN. De l'ADN, oui. Et à l'époque, il était à la Pitié-Salpêtrière. Il m'a dit, mais viens, je vais te montrer. Il m'amène dans une petite pièce, il m'installe devant un écran, et je vois des petites barrettes turquoises alignées les unes derrière les autres. Et là, j'ai éclaté de rire. Il me dit, pourquoi tu ris? Je dis, parce que je vois une image à la télé, quoi. Voilà. Pour dire que, je reviens au début, c'est-à-dire que c'est là où j'ai des problèmes avec les généralités. C'est vrai qu'il y a encore des disciplines scientifiques, je préfère qu'on parle de disciplines scientifiques, qu'on parle de laboratoire, plutôt que de la science avec un grand S, parce que c'est là que se font les sciences. Il y a des différences énormes entre l'usage, le rapport techno-scientifique, dont je sais que c'est un terme qui n'est pas encore bien établi, même si mon laboratoire s'appelle Histoire des technosciences en société. Voilà, il y a des disciplines où il n'y a plus de ligne de faille, et des disciplines où il y en a encore. Et en particulier dans la mienne. En histoire, par exemple, la technique, c'est quoi? C'est les archives. Et dernière petite remarque, je suis étonné aussi que dans cette journée qui est dédiée à la médiation, il y a eu si peu d'intervenants des sciences humaines. Il y en a eu un seul, à ma connaissance, c'est le sociologue. Et puis vous, pardon. Voilà. Il y a Sophie qui voudrait ajouter quelque chose. Sur le même thème, je voulais vous demander si la réflexion que vous avez en tant que plasticien, vous la partagez avec d'autres disciplines artistiques. Oui. Alors, pour répondre, d'abord, l'exercice est bref. D'abord, moi, quand on m'a demandé d'intervenir, j'ai tout de suite voulu historiciser les relations entre art, sciences, techniques. Il y a des images qu'on n'a pas vues, mais bien sûr, ça date pas d'hier, on en fait l'histoire, etc. Des Grecs, de Léonard de Vinci, Uccello, les avant-gardes, le rapport à l'émancipation, jusqu'aux années 60, la cybernétique et bien sûr l'IRCAM. Si d'ailleurs, il faut bien sûr différencier les arts, et puis il se trouve que j'ai travaillé pas loin de l'IRCAM,
donc c'est un organisme que je connais bien, si la musique, tout particulièrement la musique, a été le premier des arts, je pense, à faire cette conversion, c'est lié aux caractéristiques formelles du médium et à son système de notation, ce qui est moins le cas dans les arts visuels. Donc bien évidemment, et c'est pour ça aussi que je parlais du fait, pour éviter l'art avec un A majuscule, du fait que je ne voulais pas avoir un discours normatif, et je parlais d'une pratique d'atelier expérimentale qui est la mienne, et dont je sors quelque chose. Ensuite, est-ce que je partage ça avec d'autres domaines? Bien évidemment, on a toujours des démarches interdisciplinaires. Je travaille avec des designers objets, comme Goliath Dièvre, des musiciens comme Christophe Charles, etc., etc. Et je suis également, je veux dire, en sciences humaines, les deux, puisque normal supérieur aussi. Donc voilà, donc tout ça, c'est évident, mais simplement, peut-être qu'on pourrait montrer d'autres exemples, parce qu'il y avait la question de l'extinction, et moi, je voudrais montrer quelques exemples pour vous, je dirais, c'est pas des exemples, mais pour montrer le rapport qu'on a avec, et je suis ô combien d'accord avec vous, avec des outils qui viennent aussi modifier les sciences, et je pense en particulier à l'intelligence artificielle, qui est un peu devenue depuis quelques années ma spécialité, et peut-être que je pourrais parler du projet Terre Seconde. Allons-y, alors peut-être qu'on peut reprendre parce que c'est très proche de ce qui avait été dit par ailleurs, où on l'avait laissé. Alors attendez, on va écouter monsieur, allez-y, je vous en prie, monsieur. Une petite précision par rapport à ce que c'est à vous que je m'adresse personnellement. L'exemple dont elle a parlé à Dublin existe en France, hein, à Grenoble, avec Documenta et avec le CEA. Voilà. Très bien. Vous pouvez nous en parler? Nous en dire un mot? Non, il se trouve que j'ai découvert ça avant-hier parce qu'on était en soutenance avec nos étudiants et qu'on a une étudiante qui a fait son mémoire sur le CEA et les artistes en résidence avec le théâtre dont je ne me souviens plus le nom, Michel. Hexagone. Voilà. Peut-être qu'on pourrait... Est-ce qu'on peut voir la suite du diaporama, s'il vous plaît, le reprendre là où on l'avait laissé? Excellent, merci beaucoup. Donc j'avance. Oui, on peut... Alors, très rapidement, pour vous montrer une petite application de l'IA, normalement, là encore sur l'identification, une intelligence artificielle qui sert habituellement à reconnaître et à décrire des images, que j'applique à un film très connu d'Hitchcock, Fenêtre sur cour. Et bien sûr, l'IA fait des erreurs de description parce qu'elle est entraînée principalement sur des images de San Francisco, de la Californie. Donc il y a beaucoup de téléphones portables, de surf et de skateboard. Donc le fameux appareil photographie de James Stewart devient un téléphone. On peut passer à l'image suivante. Oui, parce qu'on a en dessous le commentaire de l'IA qui dit donc « Close-up of a person talking on a cell phone ». Donc voilà, donc les erreurs d'interprétation, et quand on voit le film, si on passe à l'image suivante, si on regarde le film, finalement, très bizarrement, l'IA avec les sous-titres raconte une autre histoire. Et ça, c'est ce à quoi je voudrais arriver dans le dialogue avec la science, c'est qu'on arrive à faire des médias de médias, c'est-à-dire à créer des versions alternatives. Et ça, il y a un décrochage qui s'effectue, qui me semble intéressant. Là, par exemple, Grace Kelly est considérée comme étant neutre dans son expression, ce qu'elle n'est pas. Par l'IA. Et on finit par se dire, mais pourquoi l'IA a fait cette erreur, et à être à la place de ce logiciel. En plus, c'est un moment absolument crucial où ils sont en train de se dire, mais mon Dieu, mais... elle est en train de se faire tuer. L'autre, de l'autre côté de la cour est en train de tuer sa femme. Donc, si on passe à la... Ça, c'est le projet dont je voudrais parler, qui est très proche de ce qui avait été dit précédemment sur la désextinction. Donc, qui était un projet de l'année dernière au Palais de Tokyo qui s'appelle Terre Seconde. Donc, c'était vraiment un projet en intelligence artificielle, puisque c'est ma spécialité. Moi, je suis spécialiste de l'imagination artificielle. C'est l'application de l'intelligence artificielle au champ de l'art. Et donc, j'utilise beaucoup de datasets qui viennent du domaine scientifique, qui viennent du domaine médical, qui viennent du domaine biologique, pour les détourner. Donc, dans cette fiction, il s'agissait d'imaginer que l'espèce humaine disparaisse, ce qui est une probabilité forte, et de s'imaginer qu'une machine aurait accès à toutes les données d'Internet, et qu'une IA, avec ces données, les traiterait et créerait des versions alternatives de tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons été. Et créerait une deuxième Terre. Donc moi, ce n'est pas la question de la désextinction, c'est la question de la résurrection qui m'intéresse. Dans la voie d'un mouvement, si on parle des antériorités art-sciences, le cosmisme russe, à la fin du 19e et au début du 20e avec Federov, pour ceux qui connaissent.
Et donc, pour vous donner un exemple de ce qui a été produit, si on passe à l'image suivante, dans l'exposition, il y avait une imprimante 3D de grand format que j'avais nourrie avec des dizaines de milliers de fichiers 3D d'organismes vivants trouvés sur des sites scientifiques, des dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Et l'imprimante produisait des organismes possibles, c'est-à-dire des organismes qu'on reconnaît avec des pattes, avec des têtes, visiblement, avec un devant, un derrière, mais qui étaient la synthèse statistique d'organismes passés. Et donc là, il y a un dialogue qui m'intéresse parce qu'on sait que ces techniques changent beaucoup et profondément les méthodologies scientifiques. L'induction statistique devient vraiment quelque chose de très problématique, avec des systèmes de corrélation parfois complètement absurdes. Et dans le champ artistique, il y a un dialogue moi, c'est le dialogue que j'essaye de faire émerger, qui m'intéresse, entre, du côté de l'art, la générativité, c'est-à-dire le fait, à partir de ces big data, de générer de nouvelles possibilités. Par exemple, à partir d'images d'oiseaux, de générer des oiseaux possibles, des oiseaux qui pourraient exister et que nous reconnaissons comme oiseaux. Et puis, du côté scientifique, ce qui relève plus de l'analyse. Donc voilà, c'est un exemple aussi pour vous montrer peut-être la différence de tonalité. Et moi, j'avais, dans ce rapport art, science et innovation, j'avais créé il y a quelques années un concept qui s'appelait la disnovation, et qui était le fait de montrer que dans l'innovation est hantée par quelque chose qui est le gadget, le rien du tout, la dépense d'énergie, comme pour la 5G, avec les objets connectés qui vont dévaster purement et simplement la Terre, et ce genre de choses. Donc voilà, donc, je dirais, pour un peu synthétiser, je dirais, il y a des méthodologies différentes, il y a des outils communs. Moi, je partage des outils avec les scientifiques, et après, nous partageons le même monde, c'est-à-dire que nous interrogeons le même monde, mais avec un regard croisé, et c'est ce croisement qui m'intéresse, donc c'est une approche très réaliste et matérialiste. D'autres interventions peut-être? Je vous en prie. Après, madame. Monsieur d'abord. Olivier Druet, directeur de la MMI, donc la Maison des Maths et de l'Informatique à Lyon. Donc nous, en fait, c'est vraiment un lieu de diffusion des mathématiques. On n'a pas beaucoup parlé de diffusion des maths, qui est assez différente de la diffusion de la physique ou de la bio. Tout d'abord parce que les maths, c'est assez tranché dans l'opinion publique. C'est-à-dire soit on aime, soit on n'aime pas. Et surtout, soit on est doué, soit on n'est pas doué. Et on ne peut rien y faire, paraît-il. Et nous, on a pas mal travaillé, je rebondis sur pas mal de choses là, autour du lien justement entre maths et art. À chaque fois qu'on a des expositions et des thèmes dans l'année, on essaye à chaque fois d'inclure des artistes, on va dire lyonnais, locaux la plupart du temps, parce que c'est plus facile de travailler avec eux, autour de tous les thèmes qu'on a fait. Donc évidemment, on avait commencé par maths et musique, donc là c'était facile. Donc nous, on était un peu provocateurs en disant que la musique était mathématique, et en jouant sur toutes les maths qu'on peut trouver derrière la musique, mais donc là c'était assez simple. Mais derrière, on a utilisé l'art soit comme porte d'entrée pour nous vers les mathématiques, c'est-à-dire quelque chose, je dirais, d'un petit peu plus chaleureux, éventuellement, que les maths qui sont perçues comme étant froides. Donc par exemple, on a travaillé sur de la magie, des tours de magie basés sur des maths. Donc on a travaillé avec un magicien, il y a un vrai côté artiste, de spectacle, mais on a conçu les tours de magie, donc il nous a aidés sur tout l'aspect magicien et technique de magie, à les concevoir, mais d'un autre côté, on a travaillé, nous, l'aspect mathématique dessus. Donc là, c'est vraiment une porte d'entrée différente pour les gens, qui attire du public, je dirais, dans une maison des mathématiques, un public qui ne viendrait pas forcément. Donc là, on utilise l'art. On n'en est pas forcément très fiers, mais c'est une utilisation de l'art. Et dans d'autres cas, typiquement, on aime bien aussi interroger un concept de deux façons différentes. C'est-à-dire, pour nous, c'est deux portes d'entrée sur un même concept, deux visions sur le monde, deux appréhensions du monde. Donc typiquement, je prendrai un autre exemple sur le hasard. Donc qu'est-ce que peuvent en dire les mathématiciens, mais surtout déjà qu'est-ce que le public en perçoit, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens de nous exprimer ce qu'ils pensent du hasard. Est-ce que c'est quelque chose de bizarre, de malheureux, de malencontreux, est-ce qu'on préfère la certitude, le hasard, etc. Et ensuite, on va avoir les deux points de vue, c'est-à-dire des points de vue d'artistes qui vont utiliser le hasard dans leurs œuvres d'art, et un point de vue de mathématicien. Donc on a différentes façons de travailler comme ça. Et puis il y a aussi un côté que j'aimerais bien appuyer, c'est qu'il y a quand même aussi pas mal d'artistes pour lesquels les maths sont une charpente de leurs œuvres d'art. Et c'est vrai qu'on aime assez bien travailler avec eux, parce que là, évidemment, le dialogue est simple, c'est-à-dire qu'on a l'œuvre d'art. Derrière, l'artiste a utilisé une charpente mathématique qui est cachée, qui n'est pas visible. Et nous, on aime bien la décortiquer et donc travailler en commun avec eux. Donc voilà, c'était quelques exemples. Une charpente mathématique dont il est conscient?
Une charpente, c'est-à-dire pas que toujours. Ça peut être tout simplement, on peut penser à des tas de surfaces en architecture. Il y a énormément de bâtiments qu'on peut regarder comme ça purement d'une manière visuelle. Et on peut aussi s'intéresser à la façon dont elle a été construite. Il y a beaucoup d'artistes qui utilisent des surfaces réglées, des choses comme ça, des concepts mathématiques derrière pour construire leurs objets. Alors ça peut être, souvent c'est les arts plastiques ou l'architecture. Et donc ça nous intéresse pas mal de travailler. Donc là, on coproduit avec des artistes, mais alors là, souvent, c'est plutôt les artistes qui viennent nous voir justement pour avoir un dialogue aussi. C'est la dernière chose sur laquelle je voudrais finir, c'est que, je suis un peu long, mais c'était pour montrer quelques exemples. Donc d'abord, pour nous, il y a plusieurs pistes intéressantes par rapport à la médiation vis-à-vis du public. Et ensuite, travailler avec des artistes, pour nous, mathématiciens, quand on construit nos expositions et nos ateliers, c'est extrêmement enrichissant. Je pense que c'est enrichissant dans les deux sens. Et je veux dire, c'est aussi assez important quand on est chercheur et qu'on va faire de la médiation, d'y voir un intérêt personnel, ça aide. Quel effet est-ce que ça produit d'engager ces artistes dans vos expositions? J'ai compris que ça pouvait ramener du monde qui n'était pas a priori intéressé par les mathématiques, c'est ça que vous dites, donc il y a quelque chose de purement pratique, si je peux dire. Mais oui, qu'est-ce que vous en attendez de cette rencontre? Alors, deux choses, je veux dire, ça peut être très utilitaire, c'est-à-dire on en attend de faire venir un public qui ne serait pas venu à une exposition de mathématiques et qui va venir pour l'œuvre d'art, les œuvres d'art qui sont présentées. Donc quand vous faites la promotion de cette exposition, vous ne mettez pas en avant que c'est une exposition de maths, quoi? Si, les gens le savent, ça s'appelle Maison des mathématiques et de l'informatique. Bon, d'accord, quand même. Il n'empêche qu'on peut quand même y venir parce que justement, on va trouver quelque chose de surprenant dans ce lieu. D'accord. Et donc, je ne vais pas dire que ça amène tout le monde, mais ça amène des gens supplémentaires. Et deuxièmement, il y a un dialogue qui s'instaure évidemment, parce que quand les gens viennent sur une exposition comme le hasard, dans une maison des mathématiques et de l'informatique, ils s'attendent à des problématiques de probabilité, de statistiques, etc., qu'on leur propose évidemment, avec des ateliers de manipulation, mais il y a aussi des œuvres d'art qui interrogent et qui permettent aussi d'instaurer un dialogue sur ce qu'est le hasard finalement, ce qu'il veut dire dans nos vies, et donc de sortir un peu du côté purement mathématique, et surtout de dire que finalement les maths sont peut-être qu'un moyen d'appréhender le hasard, et qu'il y en a plein d'autres qui sont tout aussi valables. Et donc voilà ce que ça nous apporte, c'est une capacité de dialogue, et puis aussi, je dirais, un truc communicationnel. Je ne suis pas fier, mais c'est utile aussi quand même. Parfait. Madame. J'avais une question qui tourne justement autour de cette différence fondamentale entre l'artiste et le scientifique, la possibilité ou non que de les réunir amène à une hybridicité, un vrai hybride, et non pas l'art illustrant la science ou réciproquement, comme vous l'avez dit initialement, mais à une hybridité qui pourrait amener à une réelle rupture. C'est quelque chose qui m'a questionné quand j'ai vu il y a une dizaine d'années. En Australie, il y a des doctorants qui font des thèses véritablement en co-tutelle, sous la direction d'un artiste et sous la direction d'un scientifique. Et je me demandais si finalement, si on voulait arriver à de la véritable innovation, je dirais là, mais pas technologique ou pas... Est-ce que ce genre d'approche radicalement différente, parce que je pense qu'effectivement l'artiste a une approche qui n'est vraiment pas celle du scientifique, bien que beaucoup de scientifiques tentent de se prétendre très créatifs, mais est-ce que ce genre d'approche pourrait, selon vous, amener à des ruptures qui permettent une sorte de véritable innovation? Par innovation, c'est pas que de l'innovation technique, je suppose, ça peut être de l'innovation sociale. Justement pas de l'innovation technique, mais autre chose. Une innovation au sens de véritablement une rupture disciplinaire de concepts. Dans le domaine de la science. Alors, historique, mais... on a des étudiants à Normale Supérieure Paris qui sont par exemple au sein de Sacre, art et informatique. Donc on a des choses qui commencent à être interdisciplinaires. On souhaiterait fortement embarquer avec vous, c'est-à-dire penser qu'il peut y avoir une rupture épistémique liée au croisement entre les deux, et une rupture épistémique qui soit à la hauteur de l'urgence dans laquelle on est, où l'hyperspécialisation, etc., pose plein de difficultés,
et où il y aurait un enjeu stratégique. Dans les faits, pour l'instant, parce qu'on est surdéterminé par l'histoire de nos disciplines respectives, le dialogue se cherche encore. C'est compliqué parce qu'il y a des différences d'objectifs majeures, mais vraiment majeures, qui sont inscrits dans les corps, dans les habitudes. Mais par contre, on voit effectivement des profils scientifiques aller faire des thèses, des doctorats en recherche-création. Donc le désir est là. On attend les résultats, là, c'est très récent, et voir si ça produit quelque chose qui soit transférable au niveau méthodologique et qui puisse modifier notre rapport à la connaissance. Voilà. Ce serait bien, mais il faut... Ça paraît très ambitieux, mais c'est exactement la question que posait Madame. Hein. Elling Murray, do you have the feeling that some... Est-ce que vous avez le sentiment que certaines innovations, des innovations sociales, pourraient sortir de cette rencontre entre l'art et la science? J'ai raté le début de votre question, pardonnez-moi. Oui, ma question était la suivante, suite à la question qui a été posée précédemment. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible, si on faisait l'art et la science se rencontrer, comme on en parlait, est-ce que vous pensez que cela pourrait donner lieu à de nouveaux concepts qui pourraient être utiles, qui pourraient servir à des innovations, notamment dans le monde actuel qui est dangereux et où il y a énormément de défis? Oui, dans notre galerie scientifique, il y a une formation interdisciplinaire. Tous les étudiants de l'université peuvent explorer des idées. Donc, je suis d'accord. Je pense que ça ne concerne pas forcément tout, mais nous intéressons aux approches interdisciplinaires, car cela peut être extrêmement bénéfique pour les échanges de connaissances. Il peut y avoir des échanges de connaissances entre l'industrie, par exemple, la pratique artistique et la recherche universitaire et scientifique. C'est absolument fascinant. Donc, il y a différentes motivations derrière tout cela. Donc, il peut y avoir des résidences en lien avec des laboratoires, avec des programmes technologiques ou artistiques. Et il y a également un hub d'innovation mondiale. Et donc, on essaie de voir comment tous ces éléments peuvent se nourrir les uns les autres. Et il y a également un bon exemple. Il y a une artiste, Charlotte Jarvis, qui est britannique, mais qui est aux Pays-Bas, s'est portée candidate pour une bourse scientifique avec un des plus grands scientifiques néerlandais. Et c'est le seul exemple, à ma connaissance, d'une demande de bourse scientifique de la part d'une artiste et d'un scientifique ensemble. Oui, moi, quand on parle science et art, ça me fait aussi penser au dialogue, enfin pas dialogue, à l'affrontement entre Goethe et Newton, avec Newton mettant en avant les expériences extérieures, le monde objectif, et Goethe mettant en priorité l'expérience intérieure subjective. Et on voit aujourd'hui que continue cette ligne de pensée qui vient du romantisme où il faudrait avoir une vision holistique avec l'idée que ce qui compte d'abord, avant le monde extérieur, c'est l'expérience individuelle de chacun. Donc c'était pour savoir comment... et la place de la nature et tout, parce qu'on a beaucoup parlé de sciences, art, technologie, etc. Et donc la question que je vous posais, c'était un peu et la nature dans tout ça. Alors la nature, vous faites référence à la nature philosophie allemande. Ouais, voilà. Bon, donc la position de beaucoup d'artistes a évolué ces dernières années. Ça a été un peu abordé par l'entremise de la philosophie spéculative, qu'elle soit réaliste ou matérialiste, et un très fort intérêt de beaucoup d'artistes
pour l'extériorité et l'absolu, pour les choses non humaines. C'est devenu un enjeu majeur pour l'inhumain, l'humain, le non-humain. C'est devenu un enjeu majeur. Donc la ligne de partage entre art et science aujourd'hui ne serait pas entre, on va dire, la subjectivité et l'objectivité, l'intérieur et l'extérieur, pour le dire simplement. La ligne de partage s'effectue, à mon avis, sur d'autres plans, et je le répète, à mon avis, sur le rapport complexe, difficile, entre les sciences, qui sont bien sûr multiples, il n'y a pas la science, et les techniques, et sur le mode d'opérativité et d'agentivité qu'on peut avoir dans ce champ-là. Mais aujourd'hui, il y a vraiment, dans le design spéculatif, dans le matérialisme, il y a aussi le fait qu'il y a eu une prise de conscience dans le champ artistique par l'archéologie des médias, que la technique, c'était pas dans les nuages, c'était pas immatériel, c'était lourdement matériel, lourdement polluant. Il suffit d'aller à Baoatou en Mongolie pour savoir que avoir des écrans de portable lisses, ça fait que la Mongolie est le lieu le plus pollué de la Terre. Donc voilà, donc il y a eu une reconfiguration de l'art, et il y a une forme de très fort matérialisme et réalisme dans le champ de l'art, et pas de sentiment intérieur comme Goethe. Et donc, mais la question, c'est que j'ai l'impression que pour une grande partie des gens, il y a une sorte de quête de sens, de besoin par rapport à la technique, la science, etc., de retour sur l'expérience intérieure, justement. Et là, on a un aspect de la science qui est justement sur les aspects universels. S'il y a l'aspect de l'art qui est aussi sur les aspects universels, cette part voilà, c'est ça, d'expérience intérieure, de subjectivité, etc., elle est où et qui s'en occupe aujourd'hui? Alors, difficile question, mais si j'essaye très rapidement et de manière lapidaire de proposer une hypothèse, et c'est lapidaire parce que vous comprenez bien que votre question, elle est pour le moins difficile. Le fait que dans la science et l'art, moi je crois à l'histoire, je pense qu'il y a quand il y a certaines convergences majeures entre les disciplines, c'est qu'il y a quelque chose du temps qui arrive. Le fait que peut-être le sentiment de la subjectivité, qui s'en occupe, Facebook, clairement, c'est eux les propriétaires de nos subjectivités et de notre attention. Non, mais c'est pas une blague, c'est pour de vrai. C'est eux qui numérisent ça, mais que dans des disciplines comme l'art et la science, il y ait un regain d'intérêt. Il y a des artistes qui font ça différemment et des scientifiques qui font ça différemment, mais qu'il y a un regain d'intérêt pour, on va dire, les questions liées à l'absolu, à l'extériorité, à ce qui est en soi, à la chose en soi. Ça montre aussi un changement historique majeur qui est que peut-être on a besoin de sortir de la subjectivité dans la situation dans laquelle on est actuellement, où tout ne peut pas être anthropocentré. Voilà. Peut-être que là, il y a quelque chose de stratégique qui est en train d'apparaître, qui est que le meilleur outil de survie de l'être humain, c'est de se décentrer maintenant. Parce que ne penser qu'à notre survie, ça peut se faire au détriment de tout le reste, c'est-à-dire aussi de nous-mêmes. Donc il y a peut-être un élément stratégique dans cette convergence, c'est possible. Une dernière intervention peut-être avant qu'on ne se quitte. So maybe, oh yeah, je vous en prie. J'en aurais une un tout petit peu provocante. Mais, et la médiation là-dedans, elle est où? Où est-ce que finalement, est-ce qu'à travers vos œuvres, la science est plus accessible au public? Alors, si je me permets une petite question, monsieur. C'est juste de la provocation. Oui. Non mais excellente, parce que on s'est tous posé la même. C'est que j'ai l'impression que vous montrez justement des lignes de faille. Il s'agit de montrer le moment où la science déraille. Enfin, c'est comme ça que je le ressens bien souvent. La technoscience, bien sûr, pas la science en elle-même, mais ouais. Alors, étonnamment, si j'essaye, j'ai pas de statistiques sur le public dans les expositions. Donc ça, je vais donner mon sentiment subjectif et goethien. Donc, étonnamment, le fait que ça passe par de la narration, par de la spéculation et de la fiction, ça permet souvent, c'est la réaction que j'ai au public, d'arriver à relier des choses qui, dans l'actualité, sont des points mis à distance les uns des autres, et de passer de l'actualité à un sentiment, une certaine profondeur historique. Bon. Et ça, je pense que ça permet l'intelligibilité, une plus grande intelligibilité.
de pouvoir, par exemple, relier la question de l'intelligence artificielle et de la résurrection. Bon, parce qu'on est surdéterminé par ces questions-là, théologiques tous, qu'on en soit conscient ou pas. Donc j'ai l'impression que sans passer par de la représentation au sens vraiment primaire du terme, on peut arriver à une meilleure intelligibilité de systèmes complexes, interconnectés et historiques. Voilà. C'est en tout cas l'espérance que j'ai. Ailing Murray, there was a question by a lady here. I don't know. Donc il y a une question qui a été posée. Qu'en est-il de la médiation scientifique? Est-ce qu'on apprend tout cela? Est-ce qu'on apprend quelque chose sur la science quand on visite vos expositions? Après avoir vu votre exposition, que peuvent en retenir ceux qui viennent? Oui, je vous ai parlé de la manière dont notre public se lançait dans des débats et établissait un dialogue, et tout cela a un lien avec la vie quotidienne. Et donc notre exposition actuelle s'appelle Invisible, c'est sur les connus et les inconnus de notre univers, sur l'énergie, sur la manière dont nous la cherchons. Et donc, souvent, les jeunes, mais également les autres, viennent dans ces expositions et puis viennent dans ces expositions et pensent que pour les comprendre, il faudrait connaître la physique, par exemple. Mais de fait, ça amène des dialogues. Et donc, finalement, on équipe les visiteurs, on leur donne les outils qui leur permettent de comprendre certaines choses et les mécanismes qui sont à l'œuvre. Aisling, merci beaucoup d'avoir participé à ces débats. Appel à idées, appel à projets en tout cas, et être un jour sélectionné pour intervenir. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut remercier très chaleureusement Grégory Chatonsky et Ailing Murray. Merci infiniment. Grégory Chatonsky, je vous laisse revenir à votre... Mais certainement, et ensemble, regarde, Monsieur Antonio Gomes da Costa. On va vous demander de conclure cette journée. Directeur de la médiation scientifique et éducation à Universcience. Pour la conclusion. Très rapidement, c'est déjà une journée très longue. Pour remercier tous les participants qui, dans toutes les situations, assis dans la salle, ici et ailleurs dans le monde, qui ont participé à cette journée. Comme vous le savez, ça c'est une journée qui fait partie d'une démarche pour mettre en place un réseau de recherche sur la médiation scientifique. Et comme pour toute la recherche, l'important, ou le plus important, ça commence avec des bonnes questions. Et ça, c'est ça vraiment que je veux remercier. C'est les discussions, les apports ici, mais surtout les questions, parce que c'est ça qu'on a vraiment besoin. Entre-temps, ça ne sera pas la dernière fois qu'on aura des rencontres, des opportunités de s'en parler, mais entre-temps, il y a une adresse Internet, ce n'est pas sur l'écran, mais seulement pour vous rappeler, si vous voulez contribuer avec des idées, des questions, des provocations, des souhaits, vous pouvez le faire avec l'adresse Internet recherche _médiation@universcience.fr. Et bonne journée et merci à tous. Nous aussi, on vous remercie de cette attention soutenue pour cette longue journée. Merci à tous les intervenants de nous avoir consacré du temps, voilà, et d'avoir été brillants. Bonne fin de journée à vous tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.